Chers amis, oui, le sort de votre cerveau est réellement entre vos mains. Et nous allons vous expliquer pourquoi. Nous présentons ici des constats objectifs, des constats scientifiques. Certains font partie de la recherche médicale mondiale accumulée sur plus de 50 ans. D'autres résultent de nos propres observations que nous avons publiées dans des revues scientifiques, c'est très bien noté. Nos travaux, complétant ceux déjà publiés, nous amènent à vous dire que le constat est préoccupant, voire alarmant. D'où cette vidéo. Mais comme notre message qui va suivre peut être utile, comme notre message peut vous aider à mieux gérer, optimiser et protéger votre cerveau, il nous semblait nécessaire, voire essentiel, de vous informer. Comment vieillit notre cerveau ? Les progrès scientifiques, associés aux techniques d'observation de plus en plus performantes, sans oublier l'accumulation des données scientifiques internationales, permettent de décrire le vieillissement du cerveau sur les 100 à 120 ans possibles. Il est ainsi possible de déterminer ses forces et ses faiblesses, ses robustesses et ses vulnérabilités. Et nous allons décrire ici ses points faibles. Notre cerveau est doublement protégé, d'abord derrière sa boîte crânienne et ensuite par la barrière hémato-encéphalique. Cette barrière filtre les composés du sang pour leur accès au tissu nerveux. De ce fait, le cerveau est-il plutôt épargné par les maladies qui affectent les autres organes. Les pathologies du cerveau devraient affecter, on peut l'imaginer aisément, ses performances intellectuelles. Certaines altérations passeront inaperçues, mais d'autres pourraient être catastrophiques et conduire à la démence. Qu'en est-il ? Que disent les études épidémiologiques ? Les statistiques cliniques internationales indiquent des chiffres plutôt catastrophiques. En effet, ce bilan indique que la démence, c'est-à-dire la perte totale des fonctions intellectuelles, affecte plus d'un tiers des patients âgés de 90 ans et un patient sur 10 à l'âge de 80 ans. Cette démence peut être de type Alzheimer, un processus dégénératif, ou alors vasculaire, ou les deux associés. Qu'en est-il pour la maladie d'Alzheimer ? Concernant la prévalence de la maladie d'Alzheimer, les chiffres sont tout autant impressionnants et consternants. Rendez-vous compte. Selon les études, environ 30% des patients âgés de 90 ans en sont affectés. Idem, environ 10% de la population âgée de 80 ans est affectée par cette maladie d'Alzheimer. Mondialement, et avec le vieillissement de la population, le nombre de patients Alzheimer est considérable. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 55 millions de personnes sont atteintes de démence dans le monde. De ce fait, les coûts en santé publique nous submergent, car il n'y a toujours pas de traitement efficace. Le schéma présenté ici montre que l'âge critique de l'apparition de la maladie d'Alzheimer est de 65 ans. 2% de la population âgée de 65 ans est affectée. Ensuite, la progression de la prévalence de cette maladie croît exponentiellement. Que se passe-t-il à cet âge critique de 65 ans, qui semble ouvrir la porte à l'installation du processus dégénératif de type Alzheimer ? Pour répondre à cette question, il faut analyser les dysfonctionnements du processus dégénératif Alzheimer au niveau moléculaire. Nous savons que deux mécanismes pathologiques se synergisent pour provoquer la maladie d'Alzheimer. L'un lié à la protéine APP pour Amyloid Precursor Protein, l'autre lié à l'agrégation de la protéine Tau. Les fibrilles anormales qui s'accumulent dans les neurones en dégénérescence au cours de la maladie d'Alzheimer résultent de l'agrégation de protéines Tau pathologiques. En quantifiant les protéines Tau pathologiques, ici en niveau de gris, on peut suivre l'avancée du processus dégénératif cérébral au cours de la maladie d'Alzheimer. On distingue 10 stades d'invasion du processus dégénératif. On passe progressivement d'un stade 0 à 3 hippocampique, relativement asymptomatique, à une démence sévère au dernier stade. On soulignera que le processus dégénératif démarre spécifiquement dans la région hippocampique, siège de la mémoire. Cette étude post-mortem a été faite sur une cohorte de plus de 200 cas, allant de témoins non déments à des patients à différents stades de la maladie d'Alzheimer. Pour chaque cas, chaque aire cérébrale a été analysée pour son contenu en protéines Tau pathologiques.
La technique utilisée est celle des immuno-empreintes. On voit ainsi la progression du processus dégénératif de l'hippocampe vers le cortex temporal, puis les aires associatives du cortex frontal, temporal et pariétal, puis les aires motrices et sensitives pour envahir le cortex occipital, généralement au tout dernier stade. Ainsi, notre étude post-mortem sur des patients non déments, c'est-à-dire de la population générale, souligne cette vulnérabilité de la région hippocampique au processus de dégénérescence neurofibrillaire. En d'autres termes, les agrégats de protéines tau pathologiques sont observés systématiquement, mais à un faible niveau, chez toutes les personnes âgées de 65 ans. Et ce phénomène devient bien plus important et constant chez les personnes âgées de 75 ans. Dans cette fourchette d'âge entre 65 ans et 75 ans, cette présence de protéines tau pathologiques n'est pas corrélée à des troubles cognitifs significatifs. Mais rien ne dit qu'elle n'est pas corrélée à des troubles cognitifs plus légers, révélés par certains tests cognitifs plus sensibles. C'est ce que nous verrons dans les prochaines diapositives. Afin de mieux étudier cette vulnérabilité hippocampique, l'imagerie cérébrale peut apporter des renseignements précieux. L'imagerie IRM, imagerie par résonance magnétique, est maintenant un outil de routine dans les hôpitaux universitaires. De plus, l'examen est rapide et peu contraignant. Ainsi, nous avons pu réaliser une étude nommée SUCCEED sur des sujets volontaires asymptomatiques et en bonne santé apparente, âgés de 50 ans et plus, 64 ans en moyenne, suivis en consultation. Cette étude nous a permis de quantifier les lésions de la substance blanche en utilisant l'échelle Fazekas, ainsi que le degré d'atrophie hippocampique en utilisant l'échelle de Schelltens. L'imagerie par résonance magnétique permet de visualiser les anomalies de la substance blanche. La substance blanche correspond au faisceau de trajet nerveux dont chaque fibre axonale est entourée par une gaine de myéline. L'IRM visualise ces altérations vasculaires de la substance blanche, dite leucopathie vasculaire. On visualise alors la disparition des gaines de myéline. On distingue plusieurs niveaux de sévérité, quantifiés par une échelle proposée par Fazekas en 1987. Il y a 3 niveaux de sévérité de leucopathie vasculaire, représentés ici. L'analyse de notre cohorte, reflétant la population générale de personnes âgées entre 55 et 65 ans, montre des résultats préoccupants. Près d'un quart des personnes participantes, 26%, présentent une IRM avec une échelle de Fazekas de stade 2. Ce stade 2 est loin d'être anodin, car il indique une altération significative du tissu nerveux résultant d'une perte neuronale ou d'une perte de connectivité entre cellules nerveuses. Nous en déduisons que le phénomène pathologique de leucopathie vasculaire est fréquent chez les personnes âgées de plus de 55 ans. Nous avons vu que l'hippocampe est vulnérable à la pathologie tau au cours du vieillissement cérébral. Il a été possible d'étudier l'atrophie de l'hippocampe, signe de sa vulnérabilité, dans notre cohorte de personnes âgées de 55 à 65 ans. Ceci est possible par un simple examen IRM. Cette atrophie peut être quantifiée en prenant l'échelle de Schelltens. On distingue 5 stades, le premier sans atrophie et le dernier avec une atrophie sévère, dite de stade 4. Quels sont les résultats sur notre cohorte? Nous avons constaté que 17% des personnes de notre cohorte présentent un degré d'atrophie hippocampique significatif, Schelltens supérieur ou égal au stade 2. Ceci confirme la fragilité et la vulnérabilité de l'hippocampe chez les plus de 55 ans. De plus, nous avons observé que le degré d'atrophie hippocampique est corrélé à la quantité de lésions de la substance blanche chez ces participants. En conclusion, concernant nos observations par imagerie, nous notons 2 points essentiels. En premier lieu, les lésions de la substance blanche ainsi que l'atrophie des hippocampes sont communes
est fréquente dans la population générale des personnes asymptomatiques âgées de 50 ans et plus. Ensuite, l'atteinte vasculaire fréquente chez les plus de 50 ans, visualisée par les lésions de la substance blanche, pourrait expliquer la vulnérabilité de l'hippocampe, tremplin de la maladie d'Alzheimer. Ceci peut s'expliquer par l'hypermétabolisme des cellules nerveuses de l'hippocampe, qui sont impliquées dans toutes les activités cérébrales, en particulier pour gérer la mémoire à court terme. Suite à ces observations, nous nous sommes posé logiquement la question suivante. Ces signatures cérébrales, à la fois moléculaires et anatomiques, ont-elles un retentissement sur les fonctions cognitives ? Pour y répondre, nous avons effectué des tests cognitifs sur ces mêmes patients. Tout d'abord, quels sont ces tests ? En premier lieu, nous avons utilisé le test de l'horloge, bien connu et très sensible. On demande au patient de dessiner une horloge et d'indiquer une heure, ici 11h10 dans notre exemple. En fonction de la qualité du résultat, une note est donnée. Ce test nous permet d'évaluer les processus exécutifs et visuo-spatiaux. Les résultats sur notre cohorte indiquent que près d'un quart des participants présentent une altération des fonctions cognitives au test de l'horloge. Ce résultat est à la fois surprenant et inquiétant. Dans le cadre de notre étude SUCCEED, nous avons pu évaluer notre cohorte avec des tests cognitifs plus complets, comme le test BREF décrit ici. BREF, qui veut dire batterie rapide d'efficience frontale. Ce test permet d'évaluer la conceptualisation, la fluence verbale, la sensibilité aux interférences, la planification et l'autonomie comportementale. Les résultats obtenus en utilisant le test cognitif BREF sont les suivants. Plus d'un tiers de la sous-population étudiée, âgée de 50 à 65 ans, présente des dysfonctionnements exécutifs au test de l'horloge et à la BREF. D'autres tests cognitifs complémentaires, comme le MMS, qui comporte 30 items pour examiner les fonctions cognitives globales, ou l'épreuve des 5 mots de Dubois, qui évalue la mémoire épisodique, vont dans le même sens, à savoir les personnes participantes présentant un déficit à un ou plusieurs de ces tests ont, statistiquement parlant, une atteinte de la substance blanche et une atrophie hippocampique plus ou moins sévère. Les personnes ayant des anomalies de la substance blanche et de l'hippocampe visualisées en IRM ont un déficit cognitif significatif plus ou moins important. En conclusion, ces approches permettent d'identifier facilement la population à risque, ouvrant le champ à une approche thérapeutique préventive efficace. Le constat global de l'étude du cerveau humain sous toutes ses formes, qu'elles soient cliniques, moléculaires, par imagerie et par test cognitif, débouche sur une même conclusion. La première est que le cerveau est un organe fragile, qui montre des vulnérabilités évidentes dès l'âge de 55 ans. La seconde est que ces vulnérabilités importantes, fréquentes, nous indiquent un chemin de prévention. Ce chemin est, en toute logique, de conseiller une bonne hygiène de vie à s'imposer, même si notre vie trépidante ne nous laisse jamais le temps d'appliquer ces bons conseils. Et bien entendu, d'appliquer ce programme très raisonnable le plus précocement possible. Quel pourrait être ce programme ? Prendre soin de son cerveau, c'est un peu comme entretenir une Formule 1. Cela demande les bons réglages, le bon carburant et surtout de ne pas rester au garage trop longtemps. Voici les piliers essentiels pour booster votre plasticité cérébrale et protéger votre capital cognitif sur le long terme. Idéalement, il faut tenir compte de cette formule en 5 S. Le premier pilier est un S pour le sommeil. L'action clé est de nettoyer et mémoriser. Le deuxième S est pour le sport, afin d'oxygéner et entretenir vos neurones. Le troisième S est pour la stimulation. Il s'agit de stimuler les fonctions cognitives.
Le 4e S est pour sociabilité, pour le partage et l'échange du lien social. Le 5e S est pour la sustentation. Action clé, une alimentation saine et contrôlée. Le premier S correspond au sommeil, qui permet à la fois un nettoyage nocturne de votre cerveau et une consolidation de la mémoire. Qu'entend-on par nettoyage nocturne ? Pendant le sommeil, des cellules spécialisées, en particulier les cellules gliales, vont éliminer tous les métabolites toxiques produits pendant l'activité journalière. Le cerveau se régénère en quelque sorte. Mais en même temps, il y a une stabilisation et un renforcement des connexions nerveuses, celles qui sont impliquées dans la mémoire. Ces informations indiquent qu'un bon sommeil est un élément vital de la bonne santé cérébrale. Il n'est pas à prendre à la légère. Le 2e S est le sport. Vous avez compris, il faut se bouger, il faut faire de l'exercice, il faut transpirer, raisonnablement. Bouger améliore la circulation sanguine cérébrale et réduit le stress, l'ennemi numéro 1 de l'hippocampe, siège de la mémoire. Suggestion, faites régulièrement un tour de vélo de 2 heures en phase aérobie, battement cardiaque autour de 100, et vous constaterez une solution à tous vos soucis du quotidien, domestique ou du travail. De plus, l'exercice stimule la production de facteurs trophiques qui agissent comme des engrais ou des stimulants pour les neurones. On citera en particulier le BDNF et les endorphines. Le 3e S correspond à la stimulation. Le cerveau ne s'use que si l'on ne s'en sert pas. Pour rester jeune, il faut le sortir de sa zone de confort. Toutes les activités cérébrales impliquant un petit effort cérébral et une stimulation feront l'affaire. Le champ possible est large, du sudoku à la lecture, l'écriture, la musique, la peinture, le jardinage. La liste est longue et infinie. Oui, il faut entretenir ses passions et les enrichir. De plus, the sky is the limit, diraient nos amis d'outre-Manche. Et rien ne vous empêche à réfléchir sur la mécanique quantique ou l'apport de l'intelligence artificielle à l'humanité ou tout autre sujet du monde ô combien complexe qui nous entoure. On rajoutera un autre paramètre qui est celui de la diversité. Changer d'habitude, élargir chaque jour son horizon, découvrir, s'intéresser à tout ce qui se passe autour de vous, seul ou avec votre entourage. Ce qui nous amène au 4e S. Le 4e S correspond à la sociabilité. Nous parlons ici du lien social et de la gestion du stress. L'isolement est un facteur de risque majeur pour les maladies neurodégénératives. Il faut interagir. Une conversation stimulante sollicite énormément de fonctions cognitives simultanément. Écoute, analyse, langage, empathie. Par ailleurs, il faut méditer. Le stress chronique libère du cortisol qui, à haute dose, peut griller certaines zones cérébrales, en particulier l'hippocampe. La méditation de pleine conscience aide à réguler son bien-être physique et mental. En quelque sorte, il s'agit de faire du social avec soi-même. Le 5e S est la sustentation, autrement dit l'équilibre alimentaire. Nous savons que les Japonais de l'île Okinawa vivent très longtemps en bonne santé. L'explication vient en grande partie de leur régime alimentaire. Également, le régime crétois, légumes méditerranéens et huile d'olive est extrêmement bénéfique pour la santé. Les aliments sains sont à la fois le bon combustible qui fait tourner la machine, mais également la matière première de notre propre édifice, car les cellules de notre corps se renouvellent sans cesse. Imaginez devoir rénover perpétuellement un bâtiment avec des matières premières de mauvaise qualité. La moindre petite secousse et votre façade pourra alors se fissurer. Nos recommandations vont vous sembler enfoncer des portes ouvertes, car nous disons ici tout simplement qu'une bonne hygiène de vie est préférable, souhaitable, voire indispensable au bon déroulement de votre vie. Quoi de plus banal? Mais ici, nous démontrons qu'en ne suivant pas ces conseils, il y aura certainement une facture à payer,
chèrement en vieillissant. Car les statistiques indiquent que vos vulnérabilités, incontournables, celles du cerveau humain, se révéleront et se manifesteront inéluctablement si, happé par la vie trépidante, vous négligez ces 5 S. 5 S que nous rappelons: sommeil, sport, stimulation, social, sustentation. Et n'oubliez pas que les bienfaits de ces 5 S ne s'ajoutent pas, mais se potentialisent pour un déroulement optimal concernant votre santé. On rajoutera également un bienfait de votre équilibre psychique et certainement une sérénité préservée ou gagnée.